Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir en fonction de votre lieu d'implantation. Je salue tout le monde et je rends hommage à tout le monde. Je salue ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Europe et ceux qui sont en Asie et en Afrique également, en train de suivre effectivement ce séminaire consacré au business plan. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que c'est notre 10e session, mais surtout, c'est notre dernière session par rapport au séminaire. Nous avons déjà vu les 9 sessions et aujourd'hui, nous allons compléter tout ceci par un chapitre qui aujourd'hui doit vous mettre directement en relation avec le banquier qui vous finance. C'est le chapitre du plan de financement. Comme vous le savez, la dernière fois, nous avions échangé sur le coût du projet. Nous avions échangé également sur la rentabilité prévisionnelle. Aujourd'hui, nous allons surtout discuter de la partie relative au financement. Je sais que c'est ce que vous tous vous attendiez parce que vous voulez avoir les meilleures conditions de financement possibles. Mais je voudrais déjà dire à mes amis banquiers qui me suivent qu'aujourd'hui, exceptionnellement, je ne serai pas de leur côté. Je serai du côté de ces vaillants hommes d'entreprise, hommes d'affaires, de ces éminents animateurs du secteur privé dans nos pays qui luttent jour et nuit pour créer des emplois, pour améliorer le sort des populations et qui, à cette fin, sont parfois obligés d'aller négocier des financements. Il est important que nous leur donnions l'ensemble des tuyaux qui puissent leur permettre réellement d'avoir de bonnes conditions de crédit. Nous allons donc, comme je le disais, dans cette session numéro 10, parler du plan de financement. Dans ce plan de financement, ce qu'il faut d'abord savoir, c'est que les bailleurs de fonds, souvent, sont organisés de sorte que les décisions de financement sont prises par les conseils d'administration. Ces conseils d'administration se réunissent en général une fois tous les 3 mois, donc trimestriellement. C'est pourquoi il faut veiller à ce que les plans de financement, dans le cadre des négociations que vous aurez avec eux, soient les plans les plus performants possibles. D'ailleurs, dans leur évaluation du projet, ils viennent vous voir, comme je vous l'avais dit. Ils viennent échanger avec vous sur le projet. Ils viennent faire leurs propositions en interne au niveau de la banque. Et dès que c'est accepté, c'est en ce moment-là qu'ils vous convient à leur siège pour venir négocier les conditions de crédit. Donc aujourd'hui, je voudrais, par la grâce de Dieu, vous donner tous les tuyaux qui sont à ma disposition que vous pourrez utiliser pour rendre performantes vos négociations de crédit. Ce plan de financement, il faut savoir d'abord que c'est un plan qui doit intégrer l'ensemble de votre coût hors taxes et TTC, y compris donc les taxes. Parce que les taxes, il va falloir que vous les financiez. Alors, pour le hors taxe, ça c'est ce que je vous avais dit la dernière fois, c'est le prix brut de vos équipements, de vos investissements. Et après, il faudra ajouter les taxes si vous n'êtes pas exonéré pour avoir le coût total TTC. Dans la nomenclature, en général, les bailleurs de fonds du développement
d'habitude dans la procédure, il y en a qui ne peuvent pas dépasser 50% du coût hors taxe du projet en financement. Donc ça veut dire, ça vous laisse un gap de 50% qu'il va falloir trouver, n'est-ce pas, par rapport à vos besoins de financement. C'est pourquoi ces banques-là demandent toujours à ce qu'il y ait une banque locale, plusieurs banques locales pour pouvoir participer au financement. C'est compréhensible parce que, étant des banques situées en général hors du pays, couvrant plusieurs zones géographiques, elles n'ont pas le temps de venir à chaque fois rendre visite au projet sans qu'il y ait de difficultés. C'est pourquoi elles tiennent toujours à ce qu'au moins une banque locale puisse venir participer effectivement au financement de l'opération. C'est cette banque-là qui doit venir suivre, qui doit de temps en temps demander les états, suivre les performances du projet et rendre compte, bien entendu, aux banques de développement. Ces banques, d'habitude, peuvent apporter jusqu'à 20% du total du coût hors taxe du projet. Maintenant, il est vrai que vous aussi, vous devez faire un effort. C'est dans ce cas-là qu'on va vous demander ce qu'on appelle des fonds propres à apporter. Et ces fonds propres-là, ce qu'il faut surtout signaler, c'est que ces fonds propres, leur montant, leur taille, dépend de la nature de votre projet. Si vous avez un projet en création, ça veut dire que souvent on peut vous demander jusqu'à 33 à 35% du coût total hors taxe du projet. Mais lorsqu'il s'agit d'un projet extension et modernisation qui a eu à faire ses preuves, qui a de l'existant, qui a une situation financière qui est là, souvent on peut vous demander jusqu'à 20-25% du coût total du projet à apporter. Sur ce plan de financement aussi, il est important de préciser que d'habitude, tout ce qui est frais d'établissement, tout ce qui est immobilisation incorporelle, comme on l'appelle, les frais de constitution des garanties, les frais de constitution, de création de la société, etc., seront à votre charge, ce qui est tout à fait normal. Alors, sur le plan du financement, il faut également dire que d'habitude, vous pouvez avoir plusieurs sources de financement possibles. Votre horizon ne se limite pas seulement aux banques de développement. Vous pouvez avoir également des institutions qui sont focalisées sur ce qu'on appelle le capital risque, sur le capital développement pour vous permettre de renforcer vos fonds propres. Vous pouvez avoir des institutions qui financent le long terme, le moyen et le long terme, comme c'est le cas des banques de développement. Vous pouvez également avoir des institutions qui financent le court terme, qui sont spécialisées à ce niveau. Vous pouvez avoir également des institutions financières qui font du crédit bail, qui est également une technique de financement de plus en plus utilisée. Dans ce cas-là, lorsque vous allez acquérir le matériel, il ne vous appartiendra pas, mais appartiendra à la société qui vous a financé. Et c'est au moment où vous aurez tout remboursé que vous pouvez racheter ce matériel-là, pour simplifier. Vous pouvez également avoir des institutions qui accordent des garanties pour vous permettre de couvrir le projet, votre prêt plus précisément. Ces fonds de garantie, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on abordera la partie garantie. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a une source de plus en plus utilisable et utilisée de financement qu'on appelle le crowdfunding. C'est des sortes de plateformes sur Internet qui permettent de lever des financements.
il y a aussi des bailleurs de fonds qui accordent des subventions non remboursables. Donc la panoplie est là. L'essentiel, c'est d'avoir une très bonne étude pour que vous puissiez être financé de manière satisfaisante. Maintenant, il va falloir bien discuter des conditions de financement avec vos bailleurs de fonds. Parce que ces bailleurs de fonds, d'habitude, ils viennent en rang serré. Je vous ai dit tout à l'heure que la Banque de développement va échanger lors de la mission d'évaluation avec la banque commerciale pour voir son degré d'intérêt par rapport au projet. Échanger également sur les conditions éventuelles. Donc vous devez vous préparer vous aussi à surtout faire face à ces bailleurs de fonds en étudiant très bien ce qu'ils vous proposent dans le cadre des missions de négociation dont je parlais tout à l'heure pour pouvoir négocier au franc près les conditions qui vous seront accordées. D'habitude, il faut bien négocier la durée du prêt, le différé du prêt, qui est un peu la période de grâce au cours de laquelle vous n'aurez pas à rembourser effectivement votre principal. Ce différé, je vous l'avais dit, ça dépendait en partie du planning que nous avons eu à voir. Vous devez également bien négocier les taux d'intérêt. Parce que les banquiers du développement ont certes des taux beaucoup plus intéressants en général sur du long terme, mais vous devez être très minutieux sur la négociation de manière à avoir les meilleurs taux possibles. À cet égard, ce que je vous recommande, c'est humblement, c'est surtout d'éviter de vous endetter en devises pour la raison suivante. Lorsque vous allez vous endetter en euros ou vous allez vous endetter également en dollars ou dans d'autres monnaies, il peut y avoir des risques de change. Demain, s'il y a dévaluation, vous allez payer le double ou le triple. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'avoir une devise en monnaie locale, même si ça peut être un peu plus cher que effectivement les emprunts en devise. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, surtout une recommandation. C'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui peut être extrêmement importante pour vous permettre de ne pas avoir à subir des risques de change, mais aussi des coûts d'endettement élevés. Alors, je pense qu'il est également important de préciser que le taux d'intérêt ne doit être que la résultante de l'étude de projet. Ce taux d'intérêt, il doit être fixé en fonction du risque tel qu'il est perçu par le bailleur de fonds. Je me rappelle un dirigeant de banque qui disait à l'époque que là où il y a le plus de sécurité en termes d'opération, de projets à financer, c'est là où il faut appliquer les taux les plus élevés. À l'époque, nous lui disions non. C'est vrai que vous voulez faire de la trésorerie, mais le taux d'intérêt doit dépendre effectivement du niveau de risque. Plus le risque est élevé, plus la banque a tendance à appliquer des taux d'intérêt élevés. Donc, je vous demande de faire, je vous suggérerai de faire très attention à cet aspect taux d'intérêt et de bien discuter les conditionnalités, n'est-ce pas, avec les bailleurs de fonds. Alors, l'autre chose, c'est que il peut y avoir des taux ou des conditions financières, je ne dirais pas cachées, mais que
vous n'intégrez pas dans vos négociations. Les bailleurs de fonds, en général, demandent une commission flat de 1% payable au moment de la signature de l'accord de garantie. 1%. Et il peut y avoir également des conditions, ce qu'on appelle des commissions d'engagement. Une fois que vous aurez signé, avant que vous n'ayez à décaisser, vous avez à payer 0,5% de taux d'engagement. Là aussi, c'est des coûts qui peuvent ne pas être très bien compris par le promoteur, mais ça fait partie souvent de leur procédure de financement. Maintenant, venons-en à ce qu'on appelle les conditions que les bailleurs de fonds souvent posent avant de pouvoir effectivement faire leur décaissement. Vous avez plusieurs niveaux. D'abord, ce qu'on appelle l'entrée en vigueur. Une fois que les bailleurs de fonds vous accordent le prêt, que c'est passé au conseil d'administration, souvent l'entrée en vigueur dépend. Pour certains, c'est à la date de l'approbation, pour d'autres, c'est à la date de la signature de l'accord de prêt. Vous avez également des conditions qu'on appelle les dates limites d'entrée en vigueur. Il faut vous dire que 90 jours, par exemple, après la décision du conseil d'administration, si vous ne signez pas, le contrat ne peut plus être valide parce qu'il n'est plus entré en vigueur, à moins qu'il y ait des prolongations. Ça aussi, c'est bon à savoir. Il peut y avoir aussi des dates limites de mobilisation. Et là, effectivement, la banque va vous dire qu'à partir de cette entrée en vigueur, si 12 mois après vous ne commencez pas à décaisser, sachez que vous ne pouvez plus décaisser votre concours. C'est un concours qui peut être annulé, à moins qu'il y ait une prolongation là aussi par les instances compétentes. D'ailleurs, une étude avait montré dans une des banques de développement de la place que cette date limite de mobilisation, que des prêts pouvaient mettre jusqu'à 24 mois en moyenne avant de se décaisser. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les conditions suspensives ou les conditions préalables au premier décaissement que nous allons maintenant pouvoir attaquer. Ce sont des conditionnalités que la banque met en place pour sécuriser effectivement son opération. Des fois, ça peut être, vous demandez de libérer votre quote-part de l'investissement avant qu'elle-même, elle ne décaisse. La banque également peut vous demander de mettre en place les garanties avant qu'elle n'ait à décaisser. Et ces garanties-là, ça peut être la caution d'un fonds régional de garantie, ça peut être également une hypothèque sur un bien que vous avez bien voulu lui donner en propre, c'est-à-dire un bien propre au projet. Ça peut être une caution hypothécaire lorsque c'est un des actionnaires qui apporte ce bien-là. Ça peut être le nantissement des équipements. Ça peut être également, par exemple, la caution personnelle et solidaire des actionnaires. Ça peut être également, pourquoi pas, la mise en place de DAT, de dépôt à terme. Ça peut être également l'ouverture d'un compte de domiciliation de recettes, mais également concomitamment d'un compte séquestre où seront versées une partie de ces recettes, surtout d'exportation en général, pour pouvoir couvrir le service de la dette. Donc, tant que vous n'aurez pas mis en place ces garanties-là, la banque peut dire « je ne vais pas décaisser pour le moment ». Donc, les conditions suspensives, comme je le disais, ce sont 1. Les conditions
telles que la libération de votre quote-part du capital. Ça peut être également la mise en place des garanties que vous avez décidé d'apporter également, mais aussi ça peut être le cas lorsque la banque vous dit effectivement prouvez-nous que les autres financiers ont déjà mis en place leur financement. Là aussi, ça fait partie des conditionnalités. Mais ce que je dis toujours aux promoteurs, c'est qu'il faut éviter vraiment, tant que c'est possible, de mettre en condition, de vouloir mettre même en condition l'acquisition, par exemple, d'un terrain pour le projet, ou bien la création de la société. Parce que ça, c'est des motifs de rejet, parce que ça montre que le projet n'est pas encore totalement mûr. Donc il faudra vraiment y laisser, y penser. Ayez votre terrain formalisé, dûment formalisé, parce que ça peut être demandé par la banque en garantie, mais en même temps, créez d'abord votre société et commencez à libérer votre capital. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel également dans l'appréciation du risque. À côté de ces conditions préalables au premier décaissement, il peut y avoir ce qu'on appelle les conditions d'accompagnement. Parce qu'au moment où vous allez mettre en place votre projet, réaliser les investissements, la banque doit vous demander pendant une certaine périodicité de lui prouver, de lui procurer, de lui produire chaque trimestre, par exemple, un rapport sur l'état d'exécution du projet. La banque va également vous demander de lui donner également un certain nombre d'éléments pour prouver que la mise en exécution du projet marche très bien. Il peut y avoir à la fin un rapport d'exécution du projet pour montrer que tout s'est bien déroulé suivant les règles de l'art et soulever également les problèmes éventuels. Maintenant, dans la phase de l'exploitation, là aussi, la banque va vous suivre de très près. Elle va vous demander, en général, de lui donner, une fois tous les 6 mois, par exemple, l'évolution des grandeurs du projet, le chiffre d'affaires, la production, etc., pour voir que vous êtes dans la bonne tendance. Mais aussi vous demandez les états financiers, en vous disant, oui, il faut me donner des états financiers certifiés. Et des fois même, la banque peut aller jusqu'à vous demander ce qu'on appelle des rapports audités. Donc tout ça, c'est bon à savoir. Et enfin, la banque peut également poser des conditions particulières. Tout à l'heure, je vous parlais du compte courant, mais la banque peut dire, oui, vous avez apporté, vous, actionnaires, du compte courant, parce que là, d'habitude, c'est moins cher qu'apporter du capital, mais la banque peut vous dire que vous ne pourrez demander le remboursement, vous, actionnaires du capital, de ce compte courant, que lorsque vous allez déjà rembourser l'ensemble de ce que vous devez à la banque. Donc là, on bloque le compte courant. Parce qu'un compte courant, il est remboursé par un taux d'intérêt. Ce n'est pas comme du capital pur et dur qui est remboursé, comme je vous l'avais dit, par des dividendes. Donc tout ceci, vraiment, c'est des choses extrêmement importantes à savoir, mais le maître mot, c'est de bien calculer votre taux d'intérêt de sortie en y intégrant l'ensemble de vos frais pour pouvoir aller sereinement négocier vos conditions avec vos bailleurs de fonds. Maintenant, j'en viens à ce qu'on appelle les modalités d'acquisition de biens et services. Parce que dans les banques, souvent la banque n'aime pas que vous la devanciez en allant choisir votre fournisseur. Elle peut tolérer les gré à gré, ce qu'on appelle les ententes directes, mais c'est dans des cas très rares où, par exemple, il y a un besoin de standardisation. Il y a un matériel qui est là et le fournisseur qui l'a déjà livré
est toujours en activité et pour des raisons de standardisation, de maintien des coûts d'entretien, effectivement, la banque peut, par dérogation, vous dire oui, j'accepte de gré à gré. Mais en général, il faut des appels d'offres. Il faut des consultations restreintes selon le cas. Et la banque ne veut pas être devancée. Et ça, je crois que c'est très important à retenir ça. La banque ne veut pas être devancée. Allez-y avec la banque, dites-lui les contraintes que vous avez et effectivement, et des discussions peuvent s'engager entre vous. Maintenant, venons-en aux modalités de décaissement pour terminer. Vous savez que les banques, souvent, peuvent décaisser en vous remettant l'argent, mais c'est très rare. La banque, souvent, peut payer directement le fournisseur qui vous a livré le matériel. La banque également peut rembourser des factures que vous-même vous avez eu à acquitter. Elle peut également, effectivement, rembourser à la banque des paiements qui ont été faits au titre d'une lettre de crédit. Donc tout ça, c'est des possibilités de décaissement. Avant, effectivement, il pouvait y avoir également ce qu'on appelle des caisses d'avance. Mais ça aussi, c'est des choses que vous pourriez négocier en fonction, effectivement, des conditions, des banques, mais également en fonction de votre projet. Pour terminer cette session, je voudrais juste partager avec vous une, deux ou trois petites expériences que j'ai eues au moment de mes différentes missions d'évaluation de projet dans les institutions où je suis passé. Je me rappelle de 2 à 3 projets qui m'ont beaucoup marqué. C'était d'abord un projet de fabrication de caoutchouc, donc l'EVEA, c'était dans le domaine de l'EVEA en Côte d'Ivoire. Je suis parti évaluer ce dossier. J'étais confronté à énormément de problèmes pour rentabiliser cette opération parce que les coûts étaient à des niveaux historiquement bas. Historiquement bas. J'ai eu toutes les difficultés pour convaincre mon conseil d'administration. Mais finalement, ils m'ont suivi et par la grâce de Dieu, ce projet a eu à rembourser la banque par anticipation. Je vous dirai quel était le secret que j'ai utilisé en ce moment-là en me disant qu'il fallait effectivement y aller parce que tout était au rouge. Mais effectivement, il y avait des aspects macroéconomiques tels que le chômage qu'il fallait résoudre, tels que vraiment les plantations villageoises avec des villageois qu'il fallait aider également. Eh bien, je pense que nous avons foncé et nous avons été suivis. La deuxième expérience que je voudrais raconter et qui est également une expérience qui m'a beaucoup touché, c'est que je suis allé une fois dans un pays de la sous-région, le Bénin pour ne pas le nommer, évaluer également là un dossier. C'était dans le domaine des hydrocarbures. C'était un dossier de privatisation. Contrairement à la SAPH qui était en Côte d'Ivoire, dans ce dossier-là, c'était la Sonacop pour que les gens puissent se retrouver, ceux qui sont à la banque, ceux qui sont ailleurs. En ce moment-là, tout était ouvert. Tout était ouvert. Les résultats étaient bons, les chiffres d'affaires étaient bons, la demande était présente, mais au dernier moment, j'avais recommandé qu'on ne puisse pas y aller, ce qui était comme un peu paradoxal. Je suis venu, les décideurs n'avaient pas bien compris, parce que techniquement, ça ne se justifiait pas. Mais au dernier moment, par la grâce de Dieu, j'ai été suivi. Il a fallu qu'avec les responsables, qu'on aille expliquer pourquoi
on avait décidé de ne pas faire cette opération. Mais finalement, pour cette opération aussi, quelques semaines après, on a constaté que c'était de l'argent interne à l'entreprise qu'on voulait utiliser pour racheter l'entreprise, ce qui était contraire à l'orthodoxie financière et contraire également à la bonne pratique. Je me rappelle à l'époque, quelques dirigeants de banques de la sous-région avaient dû malheureusement quitter leur poste à cause de cela. Et enfin, je me rappelle également d'un dossier agroalimentaire, mais ça c'était au Burkina Faso, un promoteur qui avait une relative bonne notoriété, que tous les banques pratiquement courtisaient entre guillemets pour pouvoir lui prêter de l'argent. Je me rappelle toujours le jour où nous avons décidé d'aller l'évaluer. C'était au niveau de notre fonds de garantie, FAGAS. Je suis descendu donc à Ouagadougou la nuit. Je suis arrivé, mais je n'étais pas à l'aise avec ce projet-là. Je n'étais pas à l'aise avec le projet. Alors je suis arrivé, je l'ai tout de suite dit, j'ai dit mon sentiment au promoteur qui m'a dit, mais comme vous ne sentez pas le projet, vous pouvez repartir effectivement à votre siège. J'ai repris le premier avion et je suis reparti. Bien entendu, en ce moment-là, les dirigeants de l'entreprise avaient été écartelés entre, bien entendu, accepter une décision technique d'un cadre et puis servir également un promoteur qui apparemment était bien reconnu. Mais finalement, le dossier n'a pas été accepté, mais plus tard, une autre équipe est partie et a effectivement recommandé qu'on puisse aller dans le financement de cette opération. Finalement, ce promoteur était surendetté dans toutes les banques pratiquement de la sous-région et finalement, il était en disgrâce avec les autorités. Qu'est-ce qui nous a valu d'avoir eu à traverser ces épreuves-là, mais également d'avoir pu les surmonter? Mais ça, ce n'est pas l'école qui nous le dit. L'école nous dit simplement que si vous avez un taux de rentabilité interne qui est supérieur au coût actuariel de vos emprunts, dites oui et allez-y, fermez les yeux. Mais moi, je demandais toujours l'avis de Dieu. Je sais que ça va choquer beaucoup les analystes financiers qui sont dans les différentes banques qui vous suivent. Mais à chaque fois que je finissais une opération, je savais que les aspects techniques seulement ne suffisaient pas. Je demandais toujours l'avis de Dieu. Et c'est ce qui me valait à chaque fois de pouvoir me retrouver dans mes souliers. Donc ça,